Ce matin les amis, je me suis réveillé et quelques minutes plus tard, qu'est-ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux les amis? La liste des convoqués pour la finale de Coupe du Roi du Barça qui a été dévoilée sur la page du FC Barcelone. Avec déjà première chose, que les noms des joueurs étaient écrits en rouge écarlate. Est-ce que c'est un message envoyé au Real Madrid pour leur annoncer que demain, il y aura du sang qui va couler? Je ne sais pas. Naïveté. I don't know. Attention. Mais deuxième chose, c'est que j'ai vu le nom de monsieur Marc-André Ter Stegen qui était de retour dans la liste des convoqués. Il a reçu le feu vert médical de la part du staff et il fera le voyage avec le Barça et sera sur le banc. Ce qui veut dire que si jamais monsieur Chesney, pour une raison X ou Y, se blesse ou reçoit un carton rouge en cours de match, on pourrait avoir de nouveau sur le terrain, dans les buts du Barça, monsieur Marc-André Ter Stegen. Et ce, même si on a quand même encore le nom de monsieur Iñaki Peña présent parmi les convoqués. Mais bon, je dis ça, je dis rien, c'était juste pour commencer la vidéo et vous réveiller au son de la calache. Parce que je sais que Ter Stegen, c'est un sujet qui vous picote. C'est la guerre, les amis. Finale de Coupe du Roi 2025. Oui, le Barça est favori. On va dire les termes, ne pas se cacher. On n'est pas là pour se cacher. Le Barça est favori, il faut assumer ce statut-là. Bien que ça ne veut absolument pas dire que le Barça remportera la finale. Je pense pas que les joueurs du Real Madrid, au coup d'envoi, ils vont penser au fait qu'ils sont pas favoris. Du coup, ils vont un peu plus reculer. Du coup, ils vont jouer avec un petit complexe. Non, ça veut pas dire aussi que le Barça, en sachant qu'ils sont favoris, jouera au coup d'envoi en se disant on est favori. Du coup, on part avec un avantage. Non, c'est plus dans le sens où c'est juste que là, le Barça, en fait, les joueurs, le staff, tout le monde sait que si le Barça fait son match, si le Barça ne se loupe pas, si le Barça est concentré, discipliné, solidaire, tout ce que vous voulez, si le Barça joue son jeu avec lequel il a joué depuis le début de saison, eh bien normalement, sauf fait de match, un fait de jeu, penalty, carton rouge ou un événement qui condamne ensuite toute la rencontre, normalement le Barça devrait faire en sorte de remporter cette finale-là. Et j'ai dit devrait, évidemment. En gros, ce que je veux dire, c'est que le Barça a quand même plus, en tout cas plus que le Real, sa finale entre ses mains que l'inverse. Et je suis désolé, les amis, mais cette finale-là, elle est trop importante. Elle est vraiment trop importante. On s'en rend pas compte pour la fin de la saison, évidemment, mais même pour gommer un petit peu toutes les bavures. Parlons d'abord de 2011, 2014, on en a parlé hier en vidéo, mais il faut gommer toutes ces finales-là. Mais j'ai envie de voir enfin un Barça qui remporte une Coupe du Roi face au Real Madrid. Deuxième chose, pour la fin de la saison, comment ça se fait? C'est une anomalie. Comment ça se fait? Comment on en est arrivé à un point où le Real, malgré son marasme et son non-football, en soit quand même aujourd'hui avec une possibilité à remporter peut-être 2 trophées, faire le doublé coupe-championnat, ce serait un truc de fou. Si on vous avait dit à vous tous que le Barça ferait coupe-championnat comme doublé en début de saison, eh ben on aurait signé tout de suite en disant que c'était une bonne saison, elle est assez bonne, satisfaisante. Et bah je suis désolé, on ne peut pas faire en sorte d'offrir une saison bonne ou satisfaisante au Real Madrid, à ce Real-là. En gros, il faut que les dieux du football, les marabouts du football sévissent et qu'il y ait une justice. Si jamais tu réussis à battre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi, et ben ce trophée-là, j'essaie de le placer dans les meilleures, dans les plus belles Coupes du Roi du Barça au XXIe siècle. Il y en a eu 7 et je pense que la plus belle, on sera d'accord pour mettre 2021 quand même, elle était assez kiffante à suivre avec les retournements de situation. On se rappelle ce fameux match face à Granada, la finale avec le Messi d'anthologie, le match face à Séville où tu passes à 2 doigts de l'élimination après avoir perdu le match aller, tout ça c'était juste incroyable. Et puis accessoirement, ça reste le dernier trophée de Messi avec le Barça. On se rappelle évidemment de 2015, celle-ci, au Camp Nou, avec une ambiance incroyable mise par les Basques qui étaient venus en masse. Forcément, quand tu joues une finale, c'est terrain neutre. Officiellement, du coup, le Barça devait partager. Les deux clubs se partagent la moitié des tribunes avec les supporters. Du coup, ça avait fait une ambiance incroyable et un Messi qui avait éteint toute la défense des Basques de Bilbao, d'Ernesto Valverde à l'époque coach de l'Athletic, avec un but d'anthologie dont lui seul a le secret. J'ai envie de parler de 2018, évidemment, avec ce dernier match d'Iniesta au Barça qui avait éliminé la rencontre avec un but et un Messi des grands soirs, encore une fois. Et j'ai envie de parler de 2009 aussi, parce que c'était ma première, moi, en tant que fan du Barça, de voir mon club remporter la Coupe du Roi, avec un match qui avait été, je trouve, un des plus beaux de cette fameuse saison. Un Yaya Touré qui jouait à l'époque défenseur central à cause des blessés et qui avait marqué un but légendaire pour égaliser en partant de sa défense et en dribblant 2 joueurs avant une frappe incroyable. Bref, c'était pour le petit cours d'histoire habituel dans mes vidéos. Demain, il n'y aura pas tout ça, il n'y aura pas l'histoire qui va venir un petit peu jouer, qui va peser sur la rencontre. Ce seront 22 hommes. Le Barça est favori, le Barça est favori, le Barça est favori, je le répète. Pas pour mettre de la pression, mais pour se dire que si jamais le Barça fait bien les choses, non seulement tu vas gagner ce match-là, prendre la finale,
finale, mais aussi le reste de la saison dépend pas mal de ce match-là. Parce que si tu perds là, t'envoies un mauvais message pour l'Inter Milan. Ils vont se régaler, ils vont voir justement les faiblesses actuelles du Barça et ils vont se dire ils sont peut-être un peu plus prenables que ce que les gens disent, ou plutôt disaient. Si tu gagnes par contre, t'envoies un message évidemment à l'Inter, mais aussi à tout le monde aussi, toute l'Europe du football, comme quoi, papa est de retour. Il y a eu certes un mois d'avril, mars, où le Barça a pris beaucoup de buts, mais là on est de retour. Le coup de mou qui arrive à toutes les équipes à un moment de la saison est passé, et même avec nos blessés comme Lewandowski, même avec Baldé absent, tu peux aller chercher une finale. Imagine le message envoyé après ça. Mais je ne veux pas paraître trop confiant, parce qu'il y a des scénarios où le Barça peut se faire piéger, et j'ai pensé à tout. J'ai retourné mon cerveau, je me suis demandé quels étaient les scénarios qui pouvaient faire en sorte que le miracle côté Real Madrid se produise et la catastrophe côté Barça arrive. Et frères et sœurs, j'en ai vu 2 ou 3. Le premier, c'est évidemment si le Real Madrid arrive à faire du mal au Barça à l'entame de match, encore une fois, le début de la rencontre, parce que la pire chose que le Barça pourrait faire, c'est justement donner du crédit, donner de l'espoir et de la confiance au fil du match, en gros faire en sorte qu'ils se sentent du coup un peu plus supérieurs. Et ce, malgré le fait qu'ils sont pas favoris. Vous voyez un petit peu. À la base, ils sont pas forcément favoris, mais s'ils ouvrent le score très vite, ils vont se dire, finalement, on peut le faire à la grinta, à l'envie, en contre. Et si jamais on conserve ce but du 1-0 très longtemps dans la rencontre, parce que derrière on a un Courtois des grands soirs. Thibaut Courtois, on va en parler parce que ça peut être un acteur, une des clés, voire la clé côté Real Madrid pour ce match. Mon premier scénario, si le Barça concède un but très tôt et n'arrive pas à égaliser relativement vite, si le Barça prend un but dès la 10e minute et qu'ensuite fait le maximum pour égaliser, dépense de l'énergie physiquement, mentalement se frustre parce qu'en face on a une bonne défense et un grand Courtois, et bien non seulement tu prends le risque de te faire prendre et punir en contre et donc encaisser un deuxième but, mais en plus tu frustres tes attaquants à toi qui vont du coup se casser les dents sur la défense du Real Madrid, et bon courage ensuite pour marquer ne serait-ce qu'un seul but. Typiquement les matchs où on se dit à la fin, on aurait pu jouer pendant 4 heures et on n'aurait pas marqué. Mais même si tu marques, si tu le fais trop tard, si par exemple, j'imagine un scénario où le Real mène très tôt, puis ensuite le Barça égalise en dépensant pas mal d'énergie à la 60e minute, 70e minute, et dans ces cas-là, attention à ne pas manger un deuxième but du Real Madrid parce qu'il y a une forme de décompression qui vient naturellement quand tu as réussi enfin à égaliser. On l'a vu plein de fois ce scénario-là. Le deuxième scénario, et moi c'est vraiment celui qui me fait le plus peur, c'est évidemment si le Barça mène au score très tôt, réussit à mettre ce fameux but du 1-0 et ensuite continue de dominer outrageusement le Real Madrid, mais ne parvient pas à mettre ce but du chaos, du break plutôt, pour mener 2-0. Dans ces cas-là, très souvent, on peut avoir un Barça qui se fait punir, qui se mange l'égalisation, et dans ces cas-là qui commence à douter et qui en plus remet en confiance l'adversaire. Donc là aussi, ça revient à l'efficacité du Barça parce que le Barça aura des occasions, ça on le sait, mais concéder une égalisation tard dans le match alors que pendant 1 heure t'as mené au score, ça fait très mal à toutes les têtes des joueurs, c'est juste naturel. Et le troisième scénario qui pourrait arriver, c'est idéalement si le Barça mène 1 voire 2-0, et quand tu manges ce but du 2-1 qui change un petit peu tout, les dynamiques et tout, attention aussi à la réaction des joueurs. Ça me fait penser évidemment aux France-Argentine en 2022. Mais ça, c'est pour les scénarios à craindre, à anticiper et à vraiment éviter côté Barça. Maintenant, les clés du match. Il y en a une qui est évidente pour moi et je le répète, c'est Thibaut Courtois. Le Barça aura des occasions, ça on le sait. Maintenant, il faudra être efficace. Et si jamais tu mets en confiance ce mec-là, si tu fais en sorte, parce que c'est toi et ton efficacité qui fait en sorte que tu laisses le Real en vie grâce à ce mec-là, qui prend feu, qui prend de la confiance au fil du match, qui te fait des parades, qui en plus, en fin de rencontre, pour être décisif, si on avait une séance de tir au but, tu te mets en danger de vivre tous les scénarios dont je vous ai parlé là. Donc efficacité, Ferran Torres, pas seulement lui, mais Ferran Torres forcément on en parle parce que Lewandowski n'est pas là. Et récemment, en tout cas cette saison, Lewandowski dans les Clasico a été franchement incroyable, XXL, le doublé au match aller, sa performance dans le jeu au match de Supercoupe d'Espagne, son expérience des grands rendez-vous et en plus en face on aura quand même Rudiger et Asensio. Est-ce que Ferran Torres sera assez costaud pour se coltiner 2 Golgoth comme ça, être assez malin pour réussir à utiliser ses déplacements pour les éviter, pour se démarquer, créer de l'espace, profiter des espaces aussi de la défense du Real Madrid, faire les bons appels de balles, peser sur une défense, arriver à dézonner, le tout en étant efficace devant les buts. Ce qui est bien, je me dis que Ansu Fati pourrait entrer en cours de jeu alors qu'il y a un mois de ça, j'aurais dit si Lewandowski est mauvais. Et comme il a joué récemment, on peut se dire qu'il pourrait aussi aider en cours de rencontre si jamais Ferran Torres passait à côté. Mais vraiment ce duel-là, et j'ai envie de dire aussi pour Lamine Yamal qui n'a pas été bon récemment à la finition, pour Rafinha aussi. Rafinha mon ami, s'il y a un joueur qui a traumatisé récemment Thibaut Courtois, c'est bien toi. L'ascendant psychologique
pic psychologique qu'il a réussi à créer dans le cerveau de Thibaut Courtois, je pense qu'on n'en parle pas assez, ça. Et ça, faut en profiter, hein. Il faut absolument profiter, les amis, hein, de l'immeuble que Raphinha est en train de construire dans la tête de Thibaut Courtois. Il faudra être efficace et tueur clinique, hein, même si Raphinha aura pas mal de taf, hein, côté gauche de l'attaque du Barça, puisque Baldé sera absent et qu'offensivement, Gérard Martin, ça reste un petit peu light. Justement, Gérard Martin. Monsieur Gérard Martin qui devrait être titulaire, parce que oui, Hector Fort a fait un bon match cette semaine, mais apparemment Hansi Flick insiste pour avoir un gaucher sur le côté gauche de la défense du Barça, ce qui est aussi important dans le cas où tu as des joueurs du côté des joueurs offensifs du Real Madrid sur le côté droit de l'attaque qui sont droitiers. En l'occurrence Rodrigo et Valverde normalement. Du coup, moi Gérard Martin, j'y crois. Je pense qu'il peut faire un bon match défensivement. Je prie évidemment qu'il puisse être au niveau, qu'il gagne son duel par rapport à Rodrigo, c'est pas gagné. Mais je suis confiant. Si jamais le Real joue avec Rodrigo, ce qui voudrait dire qu'il joue avec 3 attaquants, ce qui n'est pas sûr parce que la presse là parle de l'éventualité pour Ancelotti de rejouer avec 4 milieux de terrain et donc pas forcément de vrais joueurs de couloir en attaque. Mais on sait que Gérard Martin, niveau vitesse, c'est compliqué. Et si jamais Ancelotti ou Mbappé ont l'idée de faire jouer Mbappé côté droit là, en gros qu'il ait des duels entre Mbappé et Gérard Martin, ça je pense que ça pourrait faire très mal à la défense du Barça. En plus du piège du hors-jeu, où là aussi Gérard Martin a montré des choses un peu moins brillantes que ce qu'on a vu là avec Hector Fort. Donc attention, si Raphinha peut aussi aider défensivement Gérard Martin, si Inigo Martinez peut aussi éviter de laisser tout seul Gérard Martin défendre sur Mbappé ou Rodrigo, ce sera clairement une des clés défensives pour le Barça demain, avec Koundé évidemment de l'autre côté. Et pour finir, on ne sait pas encore si Fran Garcia ou Monsieur Ferland Mendy sera titulaire côté gauche de la défense du Real Madrid face à Lamine Yamal. Mais dans les deux cas, ce sera un client pour Lamine Yamal. On sait, pas qu'il le craint, Ferland Mendy, mais il avait dit récemment que le défenseur gauche qu'il a affronté, qui était le plus dur à jouer, pour l'instant, ça avait été Ferland Mendy, mais c'était avant d'avoir affronté des joueurs comme Carreras côté Benfica ou même Alphonso Davies pour le Bayern Munich. Maintenant, Lamine Yamal, ce qui est bien, c'est que dans les grands matchs, il a réussi en tout cas régulièrement à élever le niveau à chaque fois presque. Même quand juste avant il était critiqué par son manque de finition à cause de ses pertes de balles et j'en passe, il a réussi très souvent à élever le niveau dans les grands rendez-vous. La marque des grands en fait, tout simplement. Et si je peux me permettre une quatrième clé, ce serait évidemment au milieu de terrain avec ce duel Pedri vs Bellingham, Frenkie de Jong, pareil aussi, Dani Olmo, tous ces joueurs qui doivent être efficaces au pressing pour agresser les joueurs du Real Madrid, être bons aussi dans la possession techniquement, faire tourner le ballon pour les fatiguer aussi. En tout cas, je pense que c'est le moment pour le milieu de terrain du Barça, dont Pedri principalement parce que c'est le meilleur actuellement joueur du monde, tout simplement, de prendre le dessus. C'est grâce à ce milieu de terrain, Pedri, Olmo, hyper important aussi, qu'on aura des joueurs du Barça comme Lamine Yamal, comme Raphinha qui pourront s'exprimer. Sans un grand milieu de terrain, pour moi, c'est très compliqué. Je dis pas que c'est mort, mais ça va être très dur. Pedri, si tu veux un ballon d'or, c'est maintenant, copain. Les images marquantes, les posters et les photos où on voit Bellingham à terre et Pedri qui lui marche dessus, qui se balade sur le terrain avec le ballon. On en a vu lors des premiers classicos, mais bon, c'était en Liga, en Super Coupe, là, en finale de Coupe du Roi. Là, le 26 avril, en fin de saison, ça compte 10 fois plus. Ne pas revivre, ne pas refaire une saison 2015-2016 côté Barça, les amis, où tu peux tout perdre en une semaine. 2016, un classico, une défaite au Camp Nou et ensuite 3 défaites consécutives en Liga qui te font perdre ensuite 10 points d'avance, qui te dépriment au moment de jouer un match hyper important en Ligue des Champions et tu te fais éliminer par l'Atlético Madrid et donc tu perds tous tes espoirs de deuxième triplé consécutif. Si on veut éviter un scénario où tu perds une finale demain soir qui t'affecte ensuite pour ce match en Ligue des Champions face à l'Inter Milan, qui ensuite du coup te met un doute énorme en cas de défaite face à l'Inter pour le reste de la Liga avec un match face à Valladolid où tu pourrais perdre des points. Bref, j'imagine un scénario de fou où tu perds des points face à Valladolid, donc du coup tu remets en jeu le Real Madrid juste avant le Classico le 11 mai prochain. Bref, vous voyez comment mon cerveau travaille à 1000 à l'heure à chaque fois. Et vous voyez à quel point la moindre défaite, les footballs ça va tellement vite ensuite, une mauvaise passe, un mauvais cycle et ensuite tu perds tout sur 2-3 matchs alors que tu as été largement supérieur à tous les clubs d'Espagne et d'Europe cette saison pour l'instant. Il faut le prouver, le concrétiser. On rêve de quadrupler et je le dis, je le répète, c'est tellement rare et précieux d'en arriver au mois fin avril, presque début mai, et d'être encore en lice pour tous les trophées. Et quand ça arrive, il faut être opportuniste et tueur clinique, à savoir aller chercher ces trophées-là. Rien ne te garantit que l'année prochaine, tu seras encore une fois, fin avril, début mai, en lice pour de nouveau remporter tous les trophées. Donc une finale à la fin, la citation la plus pourrie que je pouvais vous faire, c'est évidemment qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et si jamais on gagne les amis, je vous promets quelque chose de grand sur ma chaîne. Ça va être le feu, ça va péter.
Donc abonnez-vous, mettez la cloche parce que c'est comme ça que vous serez avertis si jamais je lance un live. Et il se peut fortement que demain on lance des lives avant la finale. Mais le plus important c'est évidemment la victoire, hein. Peu importe la manière, peu importe le score, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le Barça va facilement remporter ce match-là avec un score fleuve. Moi honnêtement, je préfère que le Barça remporte le match. Et je préfère même que à choisir que le Barça remporte le match de façon assez correcte et normale. 1-2-1, 3-1, plutôt qu'une raclée 3-4, 5-1, etc. Parce que je me dis que ça pourrait aussi leur amener un sentiment de vengeance. Parce qu'il y a aussi un Classico le 11 mai en Ligue 1. Et j'ai pas envie que les joueurs du Barça se disent c'est bon, c'est fait, on va les torturer aussi en Ligue 1. On est largement supérieur. Attention à ne pas se croire trop fort avant une rencontre, un Classico, parce que c'est exactement comme ça que tu te fais surprendre, hein. C'est en prenant de haut l'adversaire, en n'étant pas assez concentré, parce qu'en face tu te dis que bon, ils sont pas si forts que ça. Attention. Donc rendez-vous demain soir les amis, sur les coups de minuit 15, minute 30, hein, en cas de non-prolongation évidemment. On est pressé, on est inquiet, à la fois confiant, toutes les 5 minutes ça change, hein. Mais encore une fois, hein, cette espèce de boule au ventre, hein, c'est un privilège. Avoir cette excitation-là, avoir ce stress-là, cette crainte, cette peur, tous ces sentiments mélangés à la fois, c'est juste du bonheur en fait. C'est pour ça qu'on fait des vidéos, qu'on échange, qu'on débat, et qu'à la fin, on prend du plaisir devant les rencontres, surtout si évidemment à la fin, on gagne. Bonne soirée les amis, rendez-vous du coup demain. Ciao.